j'avoue que les personnalités politiques qui sont devant vous aujourd'hui, les gens là, les femmes et les hommes, c'est des républicains. Ils sont tous républicains parce que quand je suis parti les voir, il n'y a pas que eux que j'ai vus. Mais d'autres carrément, mais il n'y a que 3, ils ne sont pas nombreux, qui ont rejeté notre offre. Mais ceux-là, ils ont dit que nous on est républicains. Et à partir du moment que l'élection présidentielle est finie, est passée, et que le président a été élu par le peuple, et aussi il a été reconnu par les institutions là, donc eux, ils ne peuvent rien faire, ils peuvent que maintenant se plier, puis venir m'aider aussi pour vous aider. Parce que pendant 6 ans là, on ne peut rien faire, c'est Dieu qui a fait là, et ainsi, on ne peut rien faire. Vrai qu'on me suit, on puisse donner notre contribution aussi, parce qu'il s'agit de la Guinée. Si c'est vrai que tout le monde se bat pour le peuple et pour notre pays, quand Dieu a fait qu'une personne est passée devant vous, il est élu, tu peux que vraiment l'accompagner. Mais ceux qui veulent autre chose, ça aussi, bon, chacun est libre de faire. Mais la Guinée, la loi dit 50 plus une personne, ça peut élire le président. Et votre cas, c'est pas ça. Vous avez près de 60, vous avez 60%, je crois que ça suffit. Donc, c'est pourquoi tout ceci-là, en tout cas, et on travaille ensemble, tous les jours, on se retrouve pour essayer de réfléchir et comment vraiment faire en sorte qu'on puisse s'opposer autrement. Alors, pour s'opposer autrement, il faut être, n'est-ce pas, une opposition de critique, mais une opposition aussi, n'est-ce pas, de proposer. Il ne faut pas seulement dire ça, c'est pas bon. À chaque fois, tu rejettes même ce que le gouvernement fait qui est bien, et rejeter chaque fois. Mais quand tu dois rejeter, il faut aussi proposer quelque chose. C'est ça aussi l'opposition. Donc, on est opposition moderne, intelligente, opposition tout court de développement. Il s'agit de notre pays. Donc, voilà, après que vraiment vous nous avez accordé cette audience, on peut ne pas venir sans contribuer nous aussi à notre façon. On a fait un petit mémo de 4 pages seulement. On va vous remettre et plus tard vous allez voir. Ça ne sera pas lu, mais vous allez voir. Ça c'est pour vous donner et pour vous aider. C'est notre contribution ça. C'est que si on n'a pas le monopole de, n'est-ce pas, de vérité, mais c'est tellement quelques points on va attirer votre attention. Et tout ça, c'est pour que notre pays puisse aller là-bas. Voilà, visiblement, gouverner autrement a bien sa jumelle, s'opposer autrement. A bien sa jumelle s'opposer autrement. Vous avez suivi, Marouane, cette sortie de Mamadou Sylla devant le président de la République. Et là, il est avec les Républicains. Oui, on a suivi le chef de file de l'opposition. Il faut l'accepter comme tel. Vous savez, la politique, comme aimait à le dire Jean-Marc Teliano, c'est le terrain qui commande. Et aujourd'hui, la réalité a souhaité que Mamadou Sylla soit le chef de file d'une opposition à son image et taillé à son image également. Mais je pense qu'on va parler sincèrement. Et le poste de chef de file de l'opposition qui a été créé est loin d'être ce costume taillé sur la mesure de Mamadou Sylla. C'est un boubou qu'il porte, mais qui sont trop lourds
ou qui est trop lourd. Et ce boubou qu'il porte est trop lourd pour ses épaules. Marouane, est-ce que vous pouvez sortir des images? Non, je sais que je suis en train de dire. Cette émission, c'est le poste, c'est la question de la représentativité. Vous savez, lorsqu'on parle de politique, lorsqu'on parle d'interlocuteur du chef de l'État au sein de la classe politique, il faut le minimum, voudrait qu'on ait au moins la représentativité. Mais je suis en partie d'accord avec tous ceux qui estiment, comme d'ailleurs Roger Gélard Choisy-Lambert, qui disait que la politique n'intéresse pas seulement l'intellectuel en milieu universitaire, mais tout individu qui prétend apporter un changement dans la vie de sa nation. Tel est le cas de Mamadou Sylla. On peut dire que c'est un chef de file par défaut. Mais quand on regarde aujourd'hui le contenu de son mémorandum et le rôle qui est le sien, parce que c'est le chef de file, c'est l'interlocuteur du chef de l'État. Il joue son rôle, c'est bien normal. Il est en face d'un homme qui a taillé un chef de file à son goût. Parce que c'est très difficile de retrouver ces loups lorsqu'il portait le manteau du chef de file de l'opposition, de se présenter devant le petit écran avec cette même posture qui a été empruntée par Mamadou Sylla. Il a opté pour s'opposer autrement. Non, je suis pour le réalisme de l'homme. Voilà. Ça, je salue le réalisme de Mamadou Sylla, parce que quand le terrain est vide, quand ça devient un terreau fertile pour ceux qui savent mieux jouer aux opportunités. Et lui, en bon opportuniste, il a su quand même tirer profit de cet espace qui était vide et qui n'était presque pas occupé. Maintenant, sur le contenu du mémorandum qui a été adressé au chef de l'État, je pense qu'il faut qu'on soit sincère. On a vu l'opération de charme qu'a voulu vendre le cabinet du chef de file. C'était la question des prisonniers politiques. En présence du chef de l'État, j'étais surpris que le chef de file, Mamadou Sylla, quémande une visite en prison des opposés auprès du chef de l'État. D'accord, on va revenir à cela tout à l'heure. Ce sont des failles. On ne peut pas aller sur ce qui a marché ou ce qui est bien dans le mémorandum. Mais si on accepte de jouer le rôle d'une institution, il faudrait qu'on assume avec plénitude tous les avantages qui sont liés. C'est notamment, comme il l'a dit, il faut s'opposer autrement. Je pense qu'il faut être intelligent autrement pour pouvoir s'opposer autrement. Sinon, lorsque l'intelligence manque à la volonté de s'opposer autrement... Je le disais, la politique gouverner autrement trouve sa jumelle s'opposer autrement, et Mamadou Sylla est bien engagé à faire éviter à la Guinée des manifestations interminables et qui conduisent souvent à des morts. Vous savez, on dit souvent que c'est l'homme qui valorise son poste. Et c'est ce que Mamadou Sylla est en train de démontrer à la face du monde. Lorsqu'on a institutionnalisé ce poste de chef-file de l'opposition, lorsque ça a été fait, beaucoup n'avaient pas compris le rôle que le chef de file était censé jouer dans le pays. On a vu au temps de Cellou, en toute honnêteté, je n'ai rien contre lui, mais Cellou n'a jamais pris le manteau de chef de file de l'opposition. Ah bon? Il ne l'a jamais pris. Il n'a jamais été, deux fois seulement, il a été dans des cérémonies officielles. Une fois à l'aéroport, une fois au niveau de la place des Martyrs. Ça s'est limité à ça. Même l'arrivée des chefs d'État, il n'est jamais venu. Rencontrer les partis politiques, il ne l'a jamais fait. Il ne s'est jamais considéré comme étant chef de file de l'opposition. Il était déjà avec les partis politiques. Il a mis en place un cabinet qui n'a aussi jamais fonctionné. C'est votre avis? Non, ce n'est pas mon avis, c'est un fait. Parce qu'il y avait les Jean-Marc Teliano dans le cabinet, il y avait Makanera dans le cabinet, il y avait Aboubakar Sylla dans le cabinet. Mais c'est un cabinet qui n'a jamais fonctionné parce qu'il est arrivé un moment de guerre d'intérêt. Qui a fait que le cabinet n'a pas fonctionné. Non, c'est parce qu'il est arrivé un moment, les gens ont appris que des fonds ont été octroyés au chef de file de l'opposition. Donc ça a créé ce que ça a créé, des frustrations sont venues. Non, mais le cabinet après avoir été constitué, les éléments recevaient quand même, percevaient leur prime mensuelle. Et aujourd'hui, vous avez un Mamadou Sylla, je suis d'accord avec Marouane, c'est un chef de file par défaut. Parce que s'il y avait Sidia lors de la compétition, le double scrutin, lorsqu'il y avait un Cellou Dalein là-bas, il ne serait pas chef de file aujourd'hui. D'accord. Mais il l'est parce que
il a pris part à ce scrutin. Et aujourd'hui, il est en train de prouver à la face du monde qu'il y a une autre façon de faire. D'accord. Et cette façon de faire, Oui. c'est d'abord de prendre attache avec tous les acteurs impliqués. C'est dans de le travailler processus avec... électoral. Aujourd'hui, il est avec tous les acteurs politiques. Il a même voulu rencontrer Selou, même si ça n'a pas marché. Donc c'est pour vous dire que pour le moment, moi, je trouve qu'il est en train de mener une démarche responsable. D'accord, vous avez bien compris. Une démarche qui peut permettre de crisper le climat politique. Tcherno Suleiman, oui, vous êtes bien compris. Permettez à Tcherno Suleiman aussi de donner son point de vue sur cette question. Et Mamadi Terna Kamisoko a rappelé ce fait, quand même, qui est aussi un fait. Le chef de fila apporté par Cellou Dalein Diallo, on a vu un peu comment tout était. On ne sait pas si le Mamadi Terna affirme qu'il n'a jamais fonctionné. Oui, Tcherno Suleiman. Écoutez, je reviendrai sur un passage que Marouane a développé tout à l'heure, en ce qui concerne bien sûr les circonstances dans lesquelles Mamadou Sylla est devenu chef de file de l'opposition. Je crois qu'on ne peut pas lui en vouloir d'avoir profité d'une situation en bon nombre d'affaires. Il ne pouvait pas rater cette opportunité. À sa place, je ne vois pas qui d'autre pouvait la refuser. Mais toujours est-il que quand on voit Mamadou Sylla en train de se battre, aller vers tout le monde, toutes les institutions aujourd'hui, d'accord, ça peut réjouir certains dans l'opinion, mais bon, est-ce que c'est pas aussi une nécessité pour lui en quête de légitimité? C'est que ce dont Selou n'avait pas besoin, Selou légitimement, il n'avait aucune souffrance. Contrairement à Mamadou Sylla qui est chef de file légalement, la loi lui confère cette position avec le plus grand nombre de députés, à l'Assemblée nationale. 4 après la mouvance présidentielle. Il est de fait le chef de file de l'opposition. Mais derrière, il mobilise combien de personnes? Il y a combien de Guinéens qui se reconnaissent en lui en tant que chef de file de l'opposition? C'est la question fondamentale qu'il faut poser. C'est un camion sans remorque. Alors, oui, mais le en se posant le chef de file, ce n'est pas de mobiliser les gens dans la rue. En se posant cette question, je suis désolé, c'est pas son travail. On est tout à fait, disons, on trouve tout à fait normal que M. Mamadou Sylla tente d'aller vers toutes les institutions, tous les partis politiques, faire cette opération de com pour dire je suis en train de jouer au rassembleur et tout, parce qu'il en a besoin. À la place de Selou. Et Selou n'en avait pas besoin. Avec le nombre de députés. Selou n'en avait pas besoin. Mais Selou n'en avait pas besoin. Il ne souffrait pas de problème de légitimité. Mais fédérer aussi l'opposition. J'en viens. Fédérer aussi l'opposition. J'en viens. S'il vous plaît. Non, c'est moi qui pose des questions ici. Je vous explique. Terna, c'est moi qui pose des questions. Je vous explique. Marouane, vous attendez. Oui, allez-y, Tcherno Suleiman. Il y a des députés à l'Assemblée qui contestent même le statut. Oui, c'est un seul député. Alors, non, pas que seul. C'est vraiment Soli Diallo. Mais c'est un député. Au même titre de Mamadou Sylla. Tous, justement, tous élus dans les conditions que nous savons. Mais bon, toujours est-il que aujourd'hui, au mérite, c'est tout au mérite de Mamadou Sylla, mais il faut qu'on soit, je suis d'accord avec Marouane qui parlait d'honnêteté tout à l'heure, que Mamadou Sylla aujourd'hui est en train de chercher ce que Selou avait de fait quand il a été choisi ou élu ou où s'est retrouvé chef de file de l'opposition. Voilà. Donc Mamadou Sylla, il est en train de chercher ça parce qu'il ne l'a pas. C'est d'accord. Maintenant, pour ce qui est du fonctionnement ou du dysfonctionnement du chef de file du cabinet de Selou quand il était chef de file de l'opposition, c'est un fait qui a des causes. Mamadou Terna vient de parler d'argent. L'argent venait de qui? Qui devait débourser l'argent? C'est l'État qui ne le faisait pas. Selou a reçu... Oui, il y a eu des premiers dépôts, il faut le dire. Oui, il y en a eu un premier. Même si Bangali Keita de l'UFC qui nous apprend que Aboubacar Sylla n'a jamais appartenu au cabinet du chef de file. Voilà, toujours à l'Assemblée. Toujours est-il que ce montant, il était là. Et ça reste à vérifier aussi. Il y a des observateurs que je trouve avertis qui avaient pensé que le chef de file de l'opposition
en ce moment occupé par Selou, était plutôt un piège tendu par le pouvoir. Et on a vu que pratiquement toutes les failles sont venues de là parce qu'il y a eu de la frustration, parce que l'argent n'était pas assez, ou parce que l'argent n'était pas distribué à la guise des gens. Et voilà, ça a permis au pouvoir de oui, Lansana Camara, Alpha Condé en réponse, il faut le dire, Alpha Condé en réponse a donné toute l'assurance à ce cabinet du chef de file de l'opposition, tout en leur promettant qu'il y aura des rencontres périodiques qui vont se tenir désormais pour discuter des faits de la nation. Bien, avant d'aborder cette question, moi je voudrais me prononcer juste sur le cas de Mamadou Sylla en tant que personne. Moi je voudrais... Mais est-ce que sa personne compte ici? Non, quand je dis sa personne, donc sa fonction, son statut de chef de file de l'opposition. Alors, pour être logique avec moi-même, pour ne pas inviter d'autres aussi à faire comme moi, mais pour être logique avec moi-même, moi je voudrais le prendre, n'est-ce pas, en fonction de ce que la loi dit par rapport à ce qu'on appelle chef de file de l'opposition. Dans le pays, on a dit que c'est lorsque vous remportez, n'est-ce pas, dans l'Assemblée nationale, vous avez la majorité des voix à part le parti au pouvoir. Que ce soit aujourd'hui ou demain, ça va toujours rester comme ça, à moins que le législateur n'arrive un jour à changer cette donne. Alors, même si Mamadou Sylla avait des députés, s'il avait la majorité de ces députés, il devient chef de file de l'opposition. Ça, la question est réglée par la loi. Je pense qu'il n'y a pas d'autre supputation. Ça aurait pu être Sylla, ça aurait pu être le BOC ou je ne sais pas, ça aurait pu être un autre parti politique qui n'est pas parti aux élections, par exemple, qui avait refusé. C'est ça la question. Je pense qu'à partir de cet instant-là, on ne se pose pas de questions sur son statut. Maintenant, par rapport au fonctionnement, justement, de ce qu'on l'a entendu dire ici, il a dit qu'on va se poser autrement. Moi, je voudrais dire que, selon ma conviction, vouloir dire, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez dit, vouloir dire qu'on ne va jamais faire des manifestations, nous on va faire ceci. Oui, cela ne fera pas Mamadou Sylla d'un bon chef de file de l'opposition. Tout comme vouloir emprunter peut-être la voie d'autres, c'est-à-dire que nous allons vous empêcher de gouverner ou bien nous allons faire des manifestations, ne lui fera pas un bon chef de file de l'opposition. Qu'est-ce qui fera de lui un bon chef de file de l'opposition? Je crois que peut-être qu'il l'a annoncé. Il a parlé de critiques. Tout ce qui relève justement de l'opposition. Il a parlé de propositions. Alors, comment il va faire ces critiques-là et comment il va faire justement ces propositions au pouvoir. Donc, ce sont les stratégies qu'il va adopter qui le fera peut-être d'un bon chef de file de l'opposition aux yeux de l'opinion nationale et internationale. Maintenant, par rapport à la réponse du chef de l'État, comme vous l'avez dit, nous avons vu le chef de l'État justement qu'il a dit... La politique, ce n'est pas le mensonge, qui a dit qu'il est ouvert, qu'il est prêt à travailler avec Mamadou Sylla, etc. Moi, je pense que tout cela, ces affirmations des hommes politiques, lorsqu'ils se rencontrent, dépendra, n'est-ce pas, des actions qui seront engagées juste après ces rencontres. Parce que, vous savez, l'affirmation, les déclarations des hommes politiques ne comptent pas assez. Il faut attendre justement pour voir les actions. Aujourd'hui, Mamadou Sylla est en train de tendre la main à tout le monde, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la mouvance, etc., pour travailler. Mais tout dépendra justement de l'acceptation des parts et d'autres. Nous avons parlé tantôt avec celle du budget. Est-ce que cette fois-ci, le gouvernement sera en mesure de mettre en place justement ce mécanisme pour les permettre de fonctionner réellement? Parce que si ça ne se fait pas, ça va être le premier nœud de discorde qui va dès à présent les opposer. Alors, moi je pense que ces déclarations, c'est une chose. Maintenant, les actions qui vont suivre ces déclarations au lendemain de ces rencontres en est une autre. Et c'est ce qui va être déterminant. Alors, c'est ce qu'on va savoir. On va changer encore de sujet. L'actualité, celle qui brûle davantage, c'est bien ce cocktail de pandémie dans notre pays. Ebola d'un côté, Covid-19, y compris les autres maladies qui sévissent dans le pays. Le président de la République renforce les mesures, et ça, c'était cette semaine. Et dans un décret, Alpha Condé a rallongé pour 3 mois. 3 mois encore l'état d'urgence sanitaire dans le pays, mariage limité avec les effectifs, baptême, les lieux de loisirs fermés, le port de bavette obligatoire sous peine de payer 50 000 francs guinéens. Aujourd'hui, la population, elle est entre Covid et Ebola. Pendant que les vaccinations ont commencé à Conakry, on a appris du côté de Gouéké l'incendie du centre de vaccination. Les gens toujours ne semblent pas
à faire confiance aux déclarations du pays. Mais en attendant d'analyser cela, on va suivre ce reportage du lancement des vaccinations contre Covid à Conakry, et c'était le vendredi avec notre reporter Ali Badara Kamara. 2 millions de personnes sont concernées par ces opérations de vaccination contre la Covid-19. Pour ce début, c'est le personnel de la santé qui a donné le ton dans les différents centres de traitement épidémiologique de la capitale. La deuxième étape touchera les 10 quartiers identifiés dans la capitale par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Que la première phase de cette opération va concerner les personnes vulnérables, notamment le personnel de santé, les personnes âgées de 60 ans et plus, les personnes ayant des emplois stratégiques, les leaders religieux. Ce matin, au centre de traitement épidémiologique de Gassia, chacun des médecins s'est muni du formulaire de consentement. Première procédure de vaccination. Ici, c'est le directeur général du centre qui a reçu les premières doses. C'est une joie aussi pour moi d'avoir été élu comme le premier patient zéro du vaccin Sinopharm pour prouver au monde entier et à la population guinéenne que c'est une chance d'avoir ce vaccin et montrer aussi à la population que si nous, le personnel, nous sommes en première ligne de ce combat, nous acceptons de prendre le vaccin, c'est pour sauver, nous protéger nous-mêmes et dire à la population de ne pas avoir peur et de continuer à prendre ce vaccin. Pour toucher 20% de la population qui représente 2 400 000 personnes, 100 équipes de prise en charge sont mises en place à Conakry et à l'intérieur du pays. Pour ce qui est de l'efficacité du vaccin, Dr Sakoba n'en doute point. On se rend compte que ce vaccin que vous venez de prendre aujourd'hui a servi pour réduire de plus de 90% les cas en Chine. C'est pour cela qu'on vous le donne. Donc c'est vrai qu'il y a des efficacités au niveau du laboratoire. Nous faisons confiance à ça. Les premières doses qu'on a déjà administrées, on a vu que tous les gens ont répondu favorablement au vaccin reçu et qu'ils ont dépassé même le seuil de protection. Ce samedi, 20 000 doses de vaccin Sputnik contre le coronavirus sont attendues à Conakry, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Merci Ali Badara Kamara pour ce reportage. Oui, Lansana Kamara, la Guinée à la croisée, si on peut utiliser ce terme, à la croisée des maladies. Oui, je pense que c'est inquiétant, même si vous l'avez dit dans l'introduction, on semble ne pas prendre assez de conscience par rapport à ce que nous vivons. Et moi, je voudrais vous dire, si c'était dans d'autres pays où on vivait ces deux épidémies, j'avoue que les mesures seront encore renforcées davantage. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'expérience que nous avons, c'est vrai que les acquis que nous avons eus par rapport à la lutte contre Ebola nous a aidés pour gérer cette fois-ci le cas d'Ebola. Sinon, ces deux épidémies aujourd'hui, dans le monde entier, il n'y a pas de maladies qui font peur, n'est-ce pas, qui font beaucoup plus de victimes que ces deux épidémies. Alors que ces deux épidémies se retrouvent dans un même pays et au même moment, je pense que c'est une situation très inquiétante. Mais aujourd'hui, Dieu merci, parce que pour le cas d'Ebola, par exemple, le Dr Sakoba a dit que la ceinture a été déjà mise en place, c'est-à-dire qu'on a pratiquement identifié tous les contacts, n'est-ce pas? Les cas positifs sont encadrés, sont traités, les contacts ont été déjà identifiés et les vaccins seront suffisants pour aller vacciner tout ce cercle-là et suivre de près. Donc, je pense que la proactivité, n'est-ce pas, de l'Agence nationale de sécurité sociale et des centres de traitement sanitaires, et des centres de traitement à l'intérieur du pays nous ont aidés à faire de sorte qu'on n'a pas débordé le cas d'Ebola. Maintenant, pour le cas de coronavirus, vous savez, jusqu'à présent, il y a que la flèche continue à monter. Oui, parce que de 2%, on est à 8%. Justement, si on était à 2% de cas de positivité, c'est qui nous avait placé au niveau des pays qui pratiquement tendaient vers la victoire contre cette maladie. Aujourd'hui, on est venu jusqu'à 50%. C'est que ça doit être inquiétant. Moi, je voudrais interpeller les uns et les autres. Parce que je ne sais pas jusqu'à présent pourquoi les gens sont réticents. Vous savez, le cas des maladies, c'est comme le cas je ne compare pas, mais comme le cas des prisons. Vous pouvez ne pas croire, vous pouvez ne pas vous impliquer dans la lutte, mais lorsque vous êtes malade ou vous avez un cas de malade, sachez que vous serez isolé. Moi, récemment, j'ai fait un peu de palliser
j'ai fait un peu de grippe, mais j'ai eu peur. Vous comprenez, ne serait-ce que par ça, je me suis rendu pour aller faire le test pour savoir si ce n'est pas le cas. Parce que les gens ne doivent pas minimiser. C'est vrai que la situation est encore sous contrôle. Dieu merci, les vaccins commencent à venir, mais je pense qu'il faut prendre la chose, il faut adopter ces mesures. D'accord, oui, Habib Marouane, aujourd'hui, selon le site Africa Guinée, et on serait aujourd'hui en manque de place dans les centres de traitement contre Covid. Aujourd'hui, on serait en manque de place. Ce laisser-aller caractérisant le coup d'envoi a été donné par le gouvernement. Il y a beaucoup d'événements qui se sont succédés depuis après l'élection présidentielle qui ont contribué quand même à la propagation de l'épidémie de Covid-19. Et puis finalement, on a connu ce qu'on a appelé Ebola. Avec Ebola, ce que moi je regrette, c'est du fait qu'on n'a jamais su tirer les leçons du passé. C'est comme si on n'a jamais connu cette épidémie. C'est comme si la Guinée n'a jamais eu à faire face avec une telle maladie. Pourtant, on a bien tiré les leçons. Il ne faut pas minimiser. Il y a des preuves. Non, Marouane, il y a des preuves. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Mais c'est que ces expériences qu'on a peut-être qui nous semblent être à notre portée ne sont pas quand même visibles sur le terrain. Quand on parle de réticence, c'est comme si on n'a pas tiré les leçons sur le passé. C'est comme si on n'a jamais tiré les leçons. Non, ça c'est un comportement social. Oui, voilà, vous êtes dans un domaine social. Ce ne sont pas les autorités. Je ne parle pas que de l'État. Voilà. Je dis on n'a pas su capitaliser. Maintenant, la capitalisation de tout ça, peut-être du point de vue social, ça peut être du point de vue des autorités. Voilà. Et d'ailleurs, on a eu à faire plusieurs émissions là-dessus. Oui. J'ai toujours dit qu'il y a une responsabilité partagée à tous les niveaux. Oui. La maladie, elle existe, comme l'a dit Baouri, elle est en train de courir à travers le pays. Mais aujourd'hui, avec le passé, avec l'expérience amère qu'on a connue de Ebola, je pense qu'il n'y avait pas aujourd'hui besoin de s'alarmer autant. Maintenant, avec Covid-19, je pense que là, la seule responsabilité, s'il en existe véritablement, c'est l'État qui doit la porter. Parce que je dis que c'est l'État qui a favorisé la propagation de l'épidémie. Et aujourd'hui, les citoyens pensent que l'État n'est pas au sérieux dans la lutte contre la maladie. C'est pourquoi les citoyens aussi font semblant de lutter contre ces différentes pandémies. Maintenant, il faudrait dire aux citoyens que la maladie existe. De tout faire pour se protéger et de respecter les gestes barrières. La maladie, elle est vraie. Ma question partait sur cette base. Est-ce que parce que les autorités se sont comportées de telle manière que vous allez aussi monnayer votre vie contre ces considérations? Non, justement, pour répondre clairement à la question, non, mais il se trouve que c'est pas tout le monde qui a la capacité de discernement et parfois même le choix de choisir de ne pas aller dans le sens, disons, initié, sinon incité par le gouvernement. Sinon, je suis entièrement d'accord avec Marouane que le gouvernement, à un moment donné, il n'a pas montré le bon exemple. Et malheureusement, ça a créé le laisser-aller parce que même si les mesures sanitaires existaient sur papier, ça a été toujours reconduit par décret. Mais après, dans les faits, personne ne s'en préoccupait. Vous avez vu, même les agents de sécurité qui, au départ, traquaient même, en tout cas du côté vers la route Le Prince, là, ils traquaient les gens qui ne sont pas en bavette. Ces derniers temps, ils s'en foutaient pas mal dans les taxis. Les gens, ça c'est comme, voilà, c'était le laisser aller. Et ça, je suis d'accord avec Marouane, que c'est parce que au plus haut sommet de l'État, il n'y a pas eu de on a donné l'impression qu'il n'y a plus à se préoccuper. Et Dr Sakoba, il n'a pas manqué de fustiger cette attitude lors d'une de ses sorties médiatiques, le relâchement de façon générale, il l'a fustigé. Et moi, je crois qu'il faut davantage, disons, fustiger cet aspect, parce que vous avez vu, même au niveau du lancement de la campagne de vaccination, on a vu les médecins en train d'administrer le vaccin sans gants. Oui. Pendant que ça fait partie des EPI. Sans gants, sans bavette. Mais voilà. Ouais. Ça, c'est les béabas, ça. Ouais, mais voyez, les images, c'est là. Oui, ils sont en train d'administrer. Sans gants, je veux dire. Il n'y a pas de gants, mais il y en a qui n'avaient pas de masque quand même. Vous vous rappelez, vous et moi, quand on a été faire le test Covid à un moment donné, lors de la première vague, pratiquement les équipements étaient là, les médecins, les infirmiers, tous ceux qui étaient là étaient bien protégés avec des gants et tout. Donc tout ça, ça veut dire que des efforts ont été faits, mais il y en a davantage à faire. Et surtout, il faut
faire de sorte que... Oui, Mamadi Terna Kamisoko et surtout les autorités. Les autres souffrant de cette situation, c'est vrai que les mariages se tiennent aujourd'hui comme d'habitude, malgré le décret. Les lieux de loisirs, sommés de fermer, au point que les gens se posent la question, est-ce que c'est la nuit ou c'est dans les boîtes de nuit que cette maladie circule? C'est une question qui a été récurrente dans les grandes gueules. Hein. D'accord, oui, en une minute, parce qu'on est bousculé également par le temps, Mamadi Terna. Ce qu'il faut quand même signaler, c'est que la lutte contre n'importe quelle épidémie, elle est d'abord individuelle avant d'être collective. Je suis désolé qu'on dise que tout ce qui se passe actuellement dans le pays, il faut mettre ça sur le dos de l'État. Je suis désolé, on ne peut pas mettre ça sur le dos. La responsabilité d'abord, elle est individuelle. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est vrai que il y a eu une évaluation dans le pays autour du double scrutin. Après le double scrutin, la présidentielle du 12 octobre, il y a eu une évaluation après. On s'est rendu compte que le taux d'infection n'a pas baissé, tout comme ça n'a pas évolué. Ouais, ça peut être un argument. Non, les chiffres étaient réels parce que les chiffres qui sont publiés sont partagés à tous les partenaires qui assistent la Guinée dans la riposte. On ne peut pas tricher ces chiffres-là. Vous allez devoir m'excuser à Mamadi Terna Kamisoko. On est obligé de rendre l'antenne. Mesdames et messieurs, vous étiez bien sûr dans votre émission Club de l'actu qui vous parvient tous les dimanches à partir de 18h30. Était là aujourd'hui pour vous servir Tcherno Suleiman Diallo de Guinée News, merci d'être passé. Mamadi Terna Kamisoko, il est le rédacteur en chef de RTG Boulbine. Merci à vous également. Lansana Kamara, administrateur général du site Conakry.info, merci. Babib Marouane, administrateur général du site Le Révélateur 224 et chroniqueur à la radio Nostalgie. Merci à vous également. On se retrouve dimanche prochain, mais demain déjà lundi, après les GG, vous pouvez suivre la rediffusion de ces numéros et portez-vous bien.